Propagation. Le podcast qui décode la guerre informationnelle. On pourrait aussi corriger le tir et se dire oui, c'est vrai, on n'a pas qu'une obligation de maximiser nos profits, mais aussi de contribuer positivement à la société. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Propagation. Je suis Guillaume Ledy et comme chaque semaine, on tente ici de comprendre ensemble comment nos sociétés se débattent avec les multiples conflits informationnels en cours. Et nous ne sommes apparemment pas les seuls à nous poser la question. La difficulté, c'est que dans des pays comme les nôtres, on avait l'impression que c'était maintenant une conquête de nos républiques successives, que c'était formidable, qu'on l'avait acquis, nos concitoyens étaient très bien informés, c'était libre, les médias étaient indépendants, on l'avait garanti par des lois, l'apprentissage, la sédimentation de tant de décennies. Patatras, c'est plus le cas. Et c'est plus le cas, pas de la faute des médias, ni d'abord celle des gouvernements, on a tous été collectivement trop naïfs, c'est qu'on a laissé nos infrastructures informationnelles et donc politiques se déplacer. Quand on a des enfants qui sont exposés 4h40 par jour aux réseaux sociaux, quand on a les moins de 40 ans qui s'informent très majoritairement sur les réseaux sociaux et de plus en plus, quand on a ce temps d'exposition qui s'est accru pendant la période Covid et après, quand on a depuis 2 ans maintenant l'IA générative qui arrive dans nos démocraties, on ne peut pas faire comme si tout ça n'avait pas totalement changé, parce que les gens qui nous informent, par lesquels on s'informe, ne sont pas des médias libres et indépendants. Et la confusion est là. Et ce n'est pas parce qu'on va chercher l'information par ces réseaux, qu'ils soient TikTok, X, Instagram ou autres, qu'il n'y a pas un énorme problème à la clé, c'est que ces gens n'ont pas sélectionné l'information comme des médias, ils n'ont pas vérifié comme des journalistes, mais surtout, ils n'ont aucune responsabilité quant à cette information qu'ils me donnent, et ils ne sont pas faits pour partager de l'information. Et notre bêtise est là. C'est-à-dire que ce sont des plateformes qui sont faites pour vendre de la publicité individualisée. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Ils ne gagnent pas en vendant un numéro de journal ou un abonnement. Ils vendent de la publicité individualisée. Ce n'est pas un crime, juste c'est l'inverse de l'information. Merci Monsieur le Président, je ne l'aurais pas mieux dit et c'est justement ce dont on parle en long, en large et en travers dans Propagation. Ces plateformes justement qui sont faites pour vendre de la publicité individualisée, comme le dit le président de la République, sont en effet devenus le milieu idéal de propagation de ce qu'on appelle la mésinformation ou la désinformation. Mais pour combattre le phénomène, puisque c'est quand même l'objectif, encore faut-il pouvoir le mesurer. Et c'est de cela qu'on va parler beaucoup aujourd'hui, de mesure, de quantification au sens scientifique du terme, cette étape essentielle et primordiale du combat collectif que nous avons à mener. Beaucoup d'acteurs travaillent dessus. À l'automne 2025, l'association Science Feedback a publié le premier rapport CIMODS pour, excusez mon accent anglais, Structural Indicators to Monitor Online Disinformation Scientifically, une photographie donc inédite de la désinformation sur les grandes plateformes numériques. Je les cite et on va y revenir, TikTok, Facebook, YouTube, X, Instagram et LinkedIn. Et les résultats confirment ce qu'on perçoit toutes et tous plus ou moins intuitivement. Près d'un contenu sur 5 sur TikTok est identifié comme trompeur. Sur YouTube et Facebook, les comptes les moins crédibles obtiennent jusqu'à 8 fois plus d'interactions que les autres. Une forme de prime à la mésinformation, comme l'appelle le rapport, qui questionne la manière même dont les plateformes valorisent certains récits, certains contenus, certaines prises de position plutôt que d'autres. Ce rapport, dont je vous conseille ardemment, vous l'avez compris, la lecture, révèle aussi en creux quelques zones d'ombre qui empêchent la régulation. Les données sont souvent inaccessibles, les coopérations inégales, c'est pas peu dire, et puis une absence de transparence généralisée sur la monétisation des contenus. En clair, la guerre de l'information se joue toujours à huis clos dans les architectures logicielles et les boîtes noires algorithmiques de ces mêmes plateformes. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'avoir en face de moi aujourd'hui Emmanuel Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et directeur exécutif de Science Feedback. Vous êtes passé par le Media Lab de Sciences Po et vous coordonnez plusieurs projets européens consacrés justement à la mesure et à la réduction de cette mésinformation, désinformation en ligne. Et avec CIMODS, je le disais, vous signez quand même la première tentative européenne de quantifier structurellement ce phénomène. On va évoquer ensemble, justement, parce qu'on va faire un petit peu les nerds, la méthodologie derrière ces chiffres, ce qu'ils nous apprennent sur l'écologie informationnelle européenne, les mécanismes de monétisation qui la nourrissent, et puis peut-être aussi la question de la régulation qui va nous permettre, enfin peut-être,
d'agir contre ce phénomène-là. Bienvenue donc dans Propagation. Première question donc sur comprendre la façon dont vous y êtes pris pour mesurer. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez posé des sondes sur l'ensemble de ces plateformes. Pendant combien de temps? Combien de messages vous avez récupérés? Comment vous les avez analysés? Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que notre objectif, c'est de quantifier la désinformation sur les plateformes. Et c'est quelque chose qui provient, c'est une nécessité qui provient du code de conduite sur la désinformation, qui est organisé par la Commission européenne, et qui demande des actions aux plateformes pour réduire la visibilité, la monétisation de cette désinformation. Donc l'objectif, vous travaillez finalement pour l'Europe, en gros, on peut dire ça comme ça. Alors, il y a un besoin qui a été identifié, qui est de quantifier combien il y a de désinformation, de manière identique sur toutes les plateformes, de manière comparable pour différents pays et de manière robuste dans le temps, pour qu'on sache si la situation s'améliore ou non. Et donc, c'est ce que notre consortium a réalisé. Nous avons réussi à mesurer un très grand nombre, déjà dans un premier temps, à collecter un très grand nombre de posts sur tous ces réseaux sociaux, 2,6 millions de posts collectés. D'accord. Et je précise que ce sont certains thèmes seulement qui sont ciblés. Donc, c'est le thème de la santé, du climat, du conflit en Ukraine, des élections et de la politique nationale et du sujet des migrations. Donc, tout ce que l'on dit, c'est valable pour ces 5 sujets. D'accord. Ces typologies de sujets, vous les avez choisis comment? Parce qu'ils sont plus prônes à de la désinformation? Voilà, c'est ça. Ce sont les sujets sur lesquels les fact-checkers partenaires avec lesquels nous travaillons disent qu'il y a des problèmes d'information et qui sont aussi qui touchent l'Europe en entier. D'accord. Donc, nous travaillons sur 4 pays: la France, l'Espagne, la Pologne et la Slovaquie. Et donc voilà, nous devons nous concentrer sur des sujets qui sont communs à ces 4 pays et à l'Europe de manière générale. D'accord. Donc 4 pays, je les ai cités, je ne les ai pas comptés, mais il y a 6 plateformes, c'est bien ça. 4 pays, 6 plateformes, plusieurs millions de messages. Comment, du coup, vous échantillonnez tout ça? Comment vous automatisez une partie? Comment vous récoltez? Peut-être commencer par la récolte. Tiens, comment vous récoltez? Alors, pour récolter ces 2,6 millions de posts, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise des manières de chercher. Donc, on utilise l'outil de recherche natif dans toutes ces plateformes et on va collecter ces données de chaque pays. Donc, on a un partenaire qui s'appelle CheckFirst qui place ce qu'on appelle des Raspberry Pi, donc des petits serveurs chez les gens, et qui vont faire des requêtes comme si c'était des vrais utilisateurs dans le pays. D'accord. Pour minimiser les risques que ce que l'on collecte ne soit pas représentatif de ce que les gens voient réellement. C'est et donc super intéressant. On fait des recherches sur un certain nombre de mots-clés, environ une centaine de mots-clés, qui sont à égale partie des mots-clés neutres, donc par exemple migration, et des mots-clés qui sont connotés vers la désinformation, par exemple vaccins expérimentaux. C'est quelque chose qui va être utilisé plutôt par les désinformateurs que par des gens qui partagent des informations fiables. Et donc, on collecte tous ces posts, 2,6 millions, qui au total ont eu 24 milliards de vues. Donc, on est sur un échantillon assez grand. D'exposition assez important. Voilà, dans ces 4 pays. Ensuite, évidemment, on ne peut pas les regarder tous un par un. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on prend un échantillon aléatoire de 12 000 posts, et ceux-là, on va les vérifier un par un. D'accord. C'est quand même du travail. 12 000 posts que l'on a vérifiés. Ce sont les fact-checkers partenaires dans les 4 pays que j'ai mentionnés, qui vont regarder un par un donc les posts pour voir s'il y a de la désinformation ou pas. Et la manière dont on a échantillonné ces posts, c'est important de bien le comprendre, c'est que l'on les a échantillonnés proportionnellement au nombre de vues qu'ils ont obtenues. D'accord. Donc ces 12 000 posts, en fait, ils ont à eux seuls 3,8 milliards de vues. Okay. Donc voilà, ce sont les plus gros. Ce n'est pas systématiquement les plus gros, mais ce sont des vidéos ou des posts qui ont eu beaucoup de vues. Ok. Et qui ont suscité beaucoup d'engagement et qui ont chacun, pour 12 000 fois, été vérifiés par des fact-checkers humains. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Exactement. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, si je comprends bien, vous avez voulu approcher l'exposition réelle des utilisateurs. Une fois que vous avez réussi à constituer cet échantillon, qu'est-ce que ça capture que d'autres métriques ne voient pas? Enfin, pourquoi avoir choisi cette méthodologie-là finalement? Alors, une fois qu'on a ces posts, l'échantillon à vérifier, ce que l'on fait, c'est qu'on demande à des fact-checkers de voir si dans chacune de ces publications, il y a une information qui est fausse ou trompeuse. Okay. Auquel cas, on le classifie en mésinformation.
Ensuite, on classifie aussi les posts en crédibles. C'est une autre catégorie. Ce sont des informations qui soient soit vraies, soit qui informent le public sur l'état du monde sans mésinformer. Et il y a aussi des posts que l'on qualifie de non vérifiables. Donc, D'accord. tout ce qui est du domaine de l'opinion, de la politique, et qui ne contient pas une fausse information ou une information vraie et vérifiable. Voilà, on va le catégoriser de cette manière. Mais Ça, c'est important, les trois- c'est important de le préciser, parce qu'à ce stade, effectivement, on pourrait vous dire, mais oui, si je dis, typiquement, je reprends votre exemple des vaccins, si je dis, les vaccins expérimentaux, par exemple, je suis contre, ça ne rentre pas dans la Exactement. catégorie des informations telle que vous l'avez définie. Voilà, On ça est sur de n'y l'opinion. rentrera pas. D'accord. Il y a deux catégories supplémentaires. Ouais. Donc, Allez-y. le simple, c'est ça. Mes infos, crédibles, non vérifiables. Ok. Et c'est la plupart des contenus. D'accord. Mais ensuite, on a introduit deux catégories. Une que l'on appelle en anglais borderline, donc c'est-à-dire un contenu limite, c'est-à-dire qu'il va induire une fausse information sans vraiment la dire. Et ensuite, tout ce qui est contenu abusif, donc insultes, etc. Donc, on ne veut pas faire croire que des contenus abusifs sont crédibles ou de la désinformation. Ce n'est pas le cas. Donc, on essaie de bien catégoriser notre échantillon. Oui, et d'être le plus transparent d'ailleurs, hein, si vous vous intéressez à ce genre de détails qui n'en sont pas en fait. C'est extrêmement intéressant pour comprendre comment vous avez mesuré les choses. Je parle aux auditrices et aux auditeurs. Si vous vous intéressez, la méthodologie est d'ailleurs tout à fait consultable et vous êtes absolument transparent là-dessus, ce qui est quand même l'une des bases et des fondamentaux pour pouvoir effectivement juger sur pièce ce que nous avons fait chez Opsi avec l'équipe de propagation. Donc, ce qu'on remarque, on reviendra peut-être à la question de borderline tout à l'heure, parce qu'elle est intéressante, mais ce que j'aimerais savoir peut-être pour le côté un petit peu back-office de l'étude, avant d'arriver littéralement sur les conclusions, sur ce que disent finalement vos chiffres, quelles plateformes vous ont facilité la tâche et qui vous a mis des bâtons dans les roues, si on peut s'exprimer ainsi? Alors ça, c'est un élément très important, c'est-à-dire que nous, on a mis en place le pipeline pour collecter toutes ces données. Mais normalement, et c'est ce qu'on a essayé de faire, les plateformes doivent nous donner ces informations. Et donc, nous avons envoyé des requêtes à toutes les plateformes plusieurs mois avant de démarrer notre collecte en leur disant « Donnez-nous 200 000 posts pris au hasard sur votre plateforme pour qu'on puisse mener notre étude. » Sur tel ou tel sujet oui. Non, tout Même sujet pas, confondu. tout sujet confondu. 200 000 D'accord. posts, D'accord. juste aléatoire. Et donc, il n'y a que LinkedIn qui nous a donné cet échantillon de 200 000 posts, ce qui nous a permis de faire notre étude sur cet échantillon. D'accord. Toutes les autres plateformes ne nous ont pas répondu, sauf pour TikTok qui nous a donné une API, mais un peu tard et avec des limitations. Enfin, on va l'utiliser pour le futur. Mais voilà, ça n'a pas l'air d'être parfaitement opérationnel. D'accord. Donc, les autres L'API plateformes, pour les béotiens en informatique, c'est ce qui permet de se connecter à une partie de l'application et de récolter de la donnée de façon très, très résumée en tout cas. Mais donc, quand vous dites les plateformes doivent le faire, c'est qu'il y a une obligation de le faire. Elle est écrite où, cette obligation? On y reviendra sans doute après. Mais... Alors, c'est l'article 40 du DSA, du Digital Services Act. Le fameux. Et donc, il y a plusieurs articles à l'intérieur de cet article 40, dont un qui donne accès à des informations publiques. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille. Ce sont des informations publiques, finalement. C'est juste difficile à collecter, mais il n'y a rien de secret. Et il y a d'autres articles pour les chercheurs, pour avoir accès à des données un peu plus cachées. Mais là, on était vraiment sur le plus facile, les données publiques. Et les choses qui sont publiées, qui sont visibles par tout le monde et qui devraient du coup être collectables dans ce cadre-là de façon assez logique et finalement cohérente, et que le DSA doit faciliter. Alors bon, on fera sans doute une mission sur la difficulté de mettre en œuvre ce type de régulation, mais en tout cas c'est intéressant de voir que certains, LinkedIn appartient à Microsoft si je ne dis pas de bêtises, respectent déjà cette convention, cette régulation, et d'autres font semblant qu'elle n'existe pas. Malgré ça, vous avez quand même réussi donc à collecter ces données et à en tirer un certain nombre de chiffres. Alors je les évoquais rapidement en intro, mais on va plonger un peu dedans. On a quand même des ordres de grandeur super intéressants, c'est-à-dire que il y a une prévalence de la mésinfo ou de la désinfo qui est assez importante sur TikTok. On est sur du 20%, donc un message sur... Vous êtes le scientifique. Un message sur 5, c'est bien. 13 sur Facebook, 13% sur Facebook, ce qui est quand même énorme aussi. 11% sur X, ce qui paraît, au regard de ce qu'on peut voir passer dans l'onglet pour vous, assez faible finalement. Mais bon, c'est peut-être plus de l'opinion. 8% sur YouTube, Instagram, voilà. Et alors LinkedIn a joué le jeu peut-être aussi parce que ils ont un bon score. 2% de mes infos ou des infos sur LinkedIn. Qu'est-ce que...
pour vous, en tout cas, ça veut dire... Est-ce que vous avez été surpris déjà de ces résultats-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles conclusions vous en tirez? Ouais. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fraction, on la calcule comme le nombre de posts que nous avons vérifiés comme contenant de la mésinformation divisé par le nombre de posts de mésinformation plus crédibles plus non vérifiables. D'accord. Voilà, on oublie tout ce qui est aussi non pertinent pour nous, donc tout ce qui est amusement, célébrité, anecdote. Ok, C'est d'accord. important de comprendre qu'on le sort de l'équation. Or, il y a probablement beaucoup de ça sur TikTok. Et donc, voilà. C'est-à-dire que quand on parle d'information, c'est ça, hein, sur les on va dire ça comme ça, les sujets qui parlent d'information, qui ne sont pas du divertissement, sur ces sujets-là, on est à peu près à 20% Exactement. des infos. Okay. Voilà. Et donc, je C'est pense que monstrueux, le chiffre sur TikTok veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, en fait. D'accord. Et donc, relativement, il y a Ok. beaucoup de mésinformations, Ok. d'informations trompeuses. C'est intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, on était vraiment surpris de ce résultat sur TikTok. Donc on l'a vérifié 2 fois, 3 fois, 5 fois. On a vraiment fait en sorte de vérifier tout ce que les fact-checkers avaient annoté pour voir s'il n'y avait pas des sources potentielles de désaccord. Et on a quantifié ça aussi. Ok. Donc c'est 20% plus ou moins 3. D'accord. Donc c'est entre 17 et 23. Et comment on trouve ça? Eh bien, on évalue l'incertitude que l'on a du fait de la taille de l'échantillon et du fait des désaccords potentiels entre 2 fact-checkers. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait annoter 500 contenus par plateforme, par langue, à un fact-checker et 100 à un deuxième. Donc on a regardé dans combien de cas ils ne sont pas d'accord. Et c'est environ 13% des cas. Et donc ça nous permet de quantifier notre degré de confiance. Super intéressant. Très bien. On a été effectivement un peu surpris puisque TikTok, on ne s'attendait pas à le voir en premier. Et X, on ne s'attendait peut-être pas à le voir en 3e. Mais ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut voir en parallèle, c'est qu'on ne parle pas que de mésinformation, on va parler aussi de contenu crédible. Et donc, par exemple, sur LinkedIn et Instagram, 60% des contenus sont crédibles, d'après les fact-checkers qui ont vérifié. Par contre, c'est que 30% sur X. D'accord. Ouais. Et donc, déjà, on voit que même s'ils ne sont pas les premiers en termes de fausses informations, en tout cas, ils sont les derniers en tant qu'information crédible. Ouais. C'est-à-dire que la crédibilité de l'information n'est pas forcément dans votre définition et dans votre méthodologie, peut-être qu'on peut le préciser ici. La crédibilité de l'info n'est pas de la mésinfo ou de la désinfo. C'est pas la même chose que vous avez mesuré là-dessus, c'est ça? C'est-à-dire que quand on ne peut pas le mesurer, quand il y a de l'opinion ou des contenus abusifs, et c'est beaucoup le cas sur X en fait, il y a beaucoup d'opinions et beaucoup d'insultes et de choses comme ça. Et donc ça rentre pas dans notre équation telle que je l'ai expliqué juste avant. Et donc voilà, il y a peu de contenu crédible, beaucoup d'opinions, beaucoup d'insultes, et il y a aussi de la fausse information sur X. Donc voilà, c'est plus nuancé que juste fausse info versus crédible. Ce classement, effectivement, alors il faut évidemment des chiffres qui frappent l'opinion pour sortir un peu des podcasts très, très niches comme Propagation et peut-être aller porter la bonne parole sur des plateaux de médias avec une audience un chouï plus large. Donc je comprends la nécessité effectivement de sortir ce type de chiffres et de fait ils sont robustes. J'aimerais juste revenir à cette notion de borderline justement. C'est intéressant parce que dans cette notion de borderline, ça m'a fait penser à plusieurs études ou articles qui expliquaient que les contenus borderline qui jouaient, alors c'est pas la même chose dans la qualification, mais en tout cas les contenus qui jouaient avec les limites des règles sur ces réseaux sociaux-là avaient tendance à beaucoup mieux marcher et à être beaucoup plus exposés. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ces deux définitions de borderline-là sans pour autant, évidemment, recouper avec vos chiffres à vous? Alors, déjà, ce qu'on appelle borderline, pour donner un exemple, pour que ce soit plus concret. Oui, bien sûr, c'est important. Donc là, j'ai sous les yeux un des posts que l'on a labellisé en borderline, où on voit une vidéo de personnes qui descendent d'un bateau et qui courent sur une plage. Bon, on imagine que ce sont des migrants. Et le commentaire dessous, c'est déjà 900 000 clandestins qui arrivent sans char, mais avec des couteaux. Okay. Et c'est ce type de contenu qu'on a mis en borderline. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information nécessairement fausse. Par contre, il y a cette implication que, de manière générale, les migrants sont des criminels. Voilà. Bon, et ce qui ne va pas être avéré. Mais voilà, on ne l'a pas mis en désinformation, on ne peut pas le démontrer directement. Okay. Voilà, donc c'est ce type de contenu. Effectivement, nous ne l'avons pas quantifié. Par contre, on l'a quantifié sur le contenu qui proviennent de comptes qui, de manière répétée, publient des fausses informations. D'accord. Mais ce type de contenu spécifiquement, on pourrait calculer de combien il va performer mieux que les autres. Oui, et ça, du coup, effectivement, vous l'avez fait. C'est-à-dire que les comptes qui
qui sont à faible crédibilité surperforment. C'est ça, hein, à audience équivalente, c'est-à-dire à abonnés équivalents, ils surperforment quand il y a cette espèce de prime à la désinformation ou à la mésinformation que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mécanisme comme ça qui s'enclenche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, peut-être avec un exemple, comment ça fonctionne et puis potentiellement comment la réduire? Est-ce que les plateformes pourraient décider de réduire cette surexposition de comptes à faible crédibilité qui, du coup, surperforment dès qu'ils publient de la mésinfo ou de la désinfo? Tout à fait. Alors, pour expliquer ce que l'on a trouvé, ce que l'on a mis en évidence et que l'on appelle prime à la mésinformation, il faut comprendre que ça, on l'a calculé au niveau des comptes et non pas au niveau des posts. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a identifié dans notre échantillon de 2,6 millions de posts les comptes qui sont les plus influents globalement sur ces sujets. Et donc, les 50 comptes les plus influents par plateforme et par pays, on a demandé aux fact-checkers de vérifier s'ils avaient au moins publié 2 fois de la désinformation sur une période d'1 mois. Et quand c'est le cas, on les a classifiés en comptes de faible crédibilité. Ceux qui, au contraire, avaient plus de 95% d'informations valides, on les a classifiés en comptes de haute crédibilité. Et les autres, on a dit ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que souvent, il y a des influenceurs qui vont ni partager de l'information fiable, ni de la désinformation. Et donc voilà, on a ces 3 catégories. Et ce que l'on arrive à voir, c'est que quand un compte de faible crédibilité poste quelque chose, en moyenne, à nombre de followers, d'abonnés égal, c'est-à-dire qu'on va diviser le nombre d'interactions reçues par les posts par leur nombre d'abonnés, on voit qu'ils arrivent à obtenir plus d'interactions, c'est-à-dire de likes, de partages, de commentaires, que les comptes qui sont crédibles. Et donc, on a pu le quantifier. On a pu voir que sur YouTube, on a typiquement 8 fois plus d'interactions quand on est un compte de faible crédibilité par rapport à un compte crédible. Et ce chiffre, il est de 7 sur Facebook, 2 sur TikTok et 1 sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prime sur LinkedIn. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il est possible de restreindre la visibilité de ces comptes-là algorithmiquement, ou ça veut dire que les utilisateurs eux-mêmes, dans une forme de démarche, ne donnent pas de visibilité? C'est toujours un peu la poule et l'œuf, mais est-ce que vous pouvez répondre à cette question simplement? Il y a 2 potentielles explications à ça. Donc la première, c'est la communauté. On peut dire que sur LinkedIn, les gens qui de manière régulière sont actifs ne sont pas les mêmes que sur X, par exemple, ou YouTube. Ça, c'est une première explication. Et c'est possible, effectivement. On ne vient pas sur LinkedIn pour la même raison que l'on va sur YouTube. YouTube, c'est plus divertissement, etc., et plus grand public. LinkedIn, c'est plus pour des professionnels. Mais la deuxième explication possible, c'est que les plateformes ont designé leur algorithme de recommandation différemment. D'accord. Et typiquement, on a des informations qui ont fuité sur Facebook, par exemple. Et donc ça, c'était il y a 2 ans environ, où des ingénieurs avaient déterminé quelles étaient les règles pour partager un post, pour le partager sur le feed de ceux qui vous suivent. D'accord. Et donc, si vous postez quelque chose et que ça génère un like, donc la pondération, c'était que ça augmente d'une valeur 1 la probabilité que ça apparaisse sur le feed de quelqu'un d'autre. Par contre, si quelqu'un met un emoji pas content, angry, en anglais, là, ça augmente d'un rapport 5. Donc voilà, si vous postez quelque chose qui énerve les gens, c'est 5 fois mieux pour Facebook que si vous postez quelque chose qui les fait aimer. Ouais, mais c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire c'est ça qui est fabuleux dans cette étude aussi, c'est que vous quantifiez, vous mettez à jour l'ensemble de ces mécanismes qui jouent sur effectivement ce qu'on dit à longueur de temps, à longueur de plateau quand on parle de ces sujets-là, qui jouent sur les affects tristes, qui disent que, etc. Là, on a une quantification du fait que, effectivement, à compte équivalent, à contenu équivalent, on a une prime à cet appel finalement aux émotions qui ne sont pas forcément très positives. Tout ça pour, et je rappelle effectivement les propos d'Emmanuel Macron en introduction, mais tout ça pour effectivement augmenter l'audience et toujours vendre quand même de l'espace publicitaire et du temps d'attention. Donc il faut quand même rappeler ce pourquoi ces plateformes mettent ce type de mécanisme en place. Donc si, et c'est là où je voulais en venir, si leur objectif est si ça fonctionne en fait, si ça marche, pourquoi ils ou elles, c'est-à-dire les plateformes, arrêteraient de mettre ces mécanismes en place et du coup, comment réduire cette prime à la mésinformation? Alors, effectivement, leur objectif, a priori, à ces plateformes, c'est de retenir les utilisateurs sur leur plateforme, de leur faire passer le plus de temps possible chez eux et pas ailleurs. Et donc, ils se sont rendus compte que ce genre de contenu émotionnel, etc.,
ça va retenir les gens. Maintenant, ça peut effectivement être bon, on va dire, pour leur business, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de gens, leur vendre des publicités, enfin vendre aux publicitaires l'attention des utilisateurs. Mais à mon avis, c'est quand même aussi une vision assez court-termiste. C'est-à-dire qu'à la longue, les gens aussi peuvent se désintéresser de ces plateformes-là, comprendre qu'ils se font avoir en fait, et que ça a un effet négatif sur eux. Il y a d'autres études, ce n'est pas les nôtres, mais qui montrent que plus on passe de temps sur Facebook ou YouTube, etc., plus on va être déprimé, par exemple. Oui. Donc, s'il y a une prise de conscience de ça, à long terme, ces plateformes vont être dans une moins bonne posture. Et l'autre problème, c'est que ça a des influences négatives sur la société dans son ensemble. Donc, soit ces plateformes se disent, peu importe l'état de la société, si tout le monde est dépressif, si tout le monde croit en des fausses informations, mais ils pourraient aussi corriger le tir et se dire, oui, c'est vrai, on n'a pas qu'une obligation de maximiser nos profits, mais aussi de contribuer positivement à la société. Oui, ce qui était effectivement le cas, en tout cas le discours il y a quelques années, discours qui a switché assez rapidement entre deux mandats de Trump, on va dire, et qui du coup est beaucoup moins axé sur cette notion de participer à un débat public plus ou moins sain. Il y en a même qui rejettent cette proposition complètement aux orties pour ne pas le nommer, parce qu'à chaque fois on le nomme, et bon, on va parler quand même d'Elon Musk, qui lui n'en a strictement rien à foutre, pardon pour la vulgarité, mais bon, je me mets au niveau. Et je reviens à Elon Musk, mais on est sur autre chose. C'est-à-dire que lui ne le fait même pas pour vendre de la pub, puisqu'a priori, son switch éditorial ne fonctionne pas. Lui le fait à dessein pour justement promouvoir ses idées et nuire à ce qu'on peut parler là, entre gens de bonne volonté d'un espace public relativement serein et préservé justement de ce que certains appellent, à défaut d'un autre terme, polarisation. Donc, j'ai quand même une question pour vous, à défaut de ne faire que m'en prendre à Elon Musk. Mais est-ce que, justement, la polarisation, la politisation des termes accroît l'exposition, accroît cette prime à la désinformation? Vous mentionnez low credibility political à un moment donné. Donc, est-ce que ça fonctionne mieux? Est-ce que les contenus politiques de désinformation fonctionnent mieux que les autres? Et du coup, est-ce que, par exemple, X avec Elon Musk peut s'en tirer à bon compte et gagner un peu plus d'argent avec ça? Alors, dans notre rapport, on a séparé tout ce qui était politique de ce qui ne l'était pas, notamment sur les comptes. C'est pour ça que je vous pose la question. Et donc, ce que l'on a fait, c'est que le calcul de la prime à la mésinformation, on ne l'a fait, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, que sur les comptes qui ne sont pas des comptes de politiciens. Okay. Puisqu'on voulait séparer cet effet potentiellement de politiciens qui pourraient partager de la désinformation. Maintenant, ce que l'on a vu quand on l'a fait, et là, il faut aller à la page 54 sur notre rapport, donc c'est loin, mais on voit que les comptes politiques qui aussi partagent des fausses informations, eux, ils sont aussi bien traités sur toutes les plateformes. Ils ont encore plus de visibilité pour leurs posts. C'est vrai sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur X. Et ce n'est pas le cas sur LinkedIn, mais puisqu'il y a peut-être moins de politiciens qui s'expriment directement sur cette plateforme-là. Donc, effectivement, si on va regarder spécifiquement les comptes politiques, ça marche très bien pour eux de publier des fausses informations. Oui. Et ce que je voulais dire, pour rebondir sur votre propos, c'est que c'est quand même nouveau, cette conception d'utiliser une plateforme avec un dessein politique qui est assumé. Oui. Jusqu'à présent, les plateformes disaient « Non, nous sommes des plateformes. Surtout, ne nous régulez pas, puisque nous n'entrons pas le débat politique. Nous sommes juste là pour récolter les posts de tout le monde et les traiter à égalité. » Alors, oui. Jusqu'à présent, c'était ça le discours. Pour celles et ceux qui n'ont pas le background aussi, il y a une question de notion d'hébergement versus notion d'éditeur. Hébergeur versus éditeur, ce qui change le régime juridique applicable. Et donc, les plateformes se planquaient, on peut le dire ça comme ça, longtemps derrière le statut d'hébergeur, puisque s'ils sont éditeurs, ils ont à assumer ce qui est publié sur leur notamment dans le droit américain. Absolument, absolument. Et donc là, c'est nouveau, effectivement. X, qui, de manière assez transparente, dit, ça c'est fini. Maintenant, nous, notre objet, il est politique. On n'est plus là que pour faire de l'argent. On est aussi là pour faire gagner certains partis. Et Elon Musk ne s'en est pas caché. Il a intervenu dans la politique en Allemagne, bien sûr, disant, moi, je veux faire gagner le parti d'extrême droite. Et il est probable qu'il fasse la même chose en France. Et donc là, c'est quand même très différent. On est dans une situation où on a été piégé, on va dire, sur ces plateformes. On nous a fait croire depuis longtemps, et c'était peut-être le dessein à l'origine, que c'était des plateformes neutres.
et qu'on était les bienvenus pour venir contribuer. Et maintenant qu'ils ont un monopole et qu'on est un petit peu obligé de rester, on voit la difficulté qu'il y a à quitter une plateforme comme X, maintenant, ceux qui possèdent ces plateformes peuvent s'adonner à leurs propres objectifs et changer les règles du jeu. Ce qui devrait, en tout cas peut-être, et on arrive à notre partie, effectivement, merci pour la transition autour de la régulation de ces sujets-là. C'est-à-dire que vous avez fait allusion à l'interview de la patronne de l'AfD, Alice Weidel, par Elon Musk au mois de janvier, si je ne dis pas de bêtises, pour les législatives janvier 2025, pour les législatives allemandes. Donc une fois qu'on a dit ça quand même, enfin c'est effectivement, je le disais en intro, extrêmement important de le faire et de le faire de façon, comme vous le faites, scientifique et robuste sur plusieurs années. J'espère que vous allez pouvoir continuer à mener ces études-là. Vous parlez de transparence, vous parlez de responsabilité des plateformes. Comment on fait déjà pour arrêter de buter sur le manque d'informations et récolter les bonnes données? Et puis, quelles incitations on pourrait mettre en place pour auditer la chaîne de valeur, tarifer par exemple les revenus des comptes à faible crédibilité, donner des sanctions à ces plateformes-là? Est-ce qu'on a la base juridique pour le faire en Europe? Et si oui, comment on la met en œuvre? Alors en partie, on revient au Digital Services Act qui demande aux plateformes de faire des efforts en matière de contenu illégal. Déjà en premier lieu, c'est vraiment la première couche, ce sur quoi je pense la Commission européenne est le plus confortable, puisqu'il y a des contenus illégaux, par exemple haineux, qui enfreignent les régulations, les lois des différents pays. Et donc normalement, le DSA dit ces lois doivent être respectées. Donc ça, c'était censé être le plus facile. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le code de bonne conduite sur la désinformation, qui est un code attaché au DSA. Okay. Donc, il n'est pas aussi contraignant, mais il demande aux plateformes de diminuer les risques systémiques qu'ils imposent sur la société. Et donc, la désinformation en est un qui est explicité. Et donc, il y a tout un ensemble de mesures qui sont demandées. Donc, on demande aux plateformes de, typiquement, réduire la visibilité des posts qui vont être de la désinformation, par exemple. Okay. Mais il y a des centaines de mesures dans ce Digital Services Act et dans le code de bonne conduite sur la désinformation. Donc, il y a des outils. Maintenant, ce qui est un petit peu en suspens, c'est de savoir si la Commission européenne va réellement prononcer des sanctions, des amendes éventuellement contre ces plateformes, puisque, là, je pense qu'on le sait, il y a au moins certains articles qui ne sont pas respectés. Avec ce type d'études, on peut démontrer que les articles ne sont pas respectés. C'est aussi un des objectifs, peut-être affirmés ou non, de ce type d'études que vous avez menées, c'est de dire, regardez, sur le long terme, on a quand même des plateformes qui ne prennent pas en considération les faits et les données qu'on leur met sous les yeux. Oui, on va fournir des données qui permettent d'informer ce débat-là. Ça, sur la base de nos rapports, on ne pourra peut-être pas conclure qu'il y a eu une violation ou un non-respect de la loi, mais voilà, ici, il y a plusieurs preuves qui vont converger vers la même conclusion. Alors oui, on aura pu fournir peut-être un élément de preuve qui vont abonder dans le même sens. Et dans les thématiques que vous avez choisi d'étudier, est-ce qu'il y en a une qui est plus soumise à la mésinformation, la désinformation que d'autres? On avait fait tout un épisode consacré au climat avec Eva Morel de Quota Climat. Est-ce qu'il y a la thématique au hasard de la migration est plus encline à produire de la désinfo ou pas du tout? Alors, pas dans notre échantillon. D'accord. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a regardé le pourcentage des contenus que nous avons labellisés en mésinformation. On a regardé quel pourcentage va être sur quel sujet. Donc, il y a 43% sur la santé. Donc, c'est ça le plus gros sujet. Et ça peut paraître peut-être surprenant, mais finalement, il y a beaucoup de fausses informations et d'arnaques, parce qu'il y a des gens qui vendent des choses derrière. Donc, il y a de l'argent directement, des faux remèdes, des choses comme ça, mais c'est aussi idéologique. L'opposition au vaccin, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de fausses informations finalement. Et c'est pas toujours si visible que ça. Exact. Ça existe sur les plateformes, mais on s'y intéresse pas forcément toujours. Le deuxième thème, c'est le conflit en Ukraine, conflit avec la Russie, 25% des posts. Et donc là, on va plutôt s'orienter sur des intentions idéologiques. C'est plutôt, on imagine, derrière, même si c'est assez difficile de savoir qui est derrière, on ne le démontre pas, mais voilà, plutôt des intérêts pro-russes qui vont promouvoir des fausses informations sur l'Ukraine. Ensuite, c'est les politiques nationales, 16%,
et le climat et la migration à 7% égalité. D'accord. Donc finalement, même si ce sont des sujets qui sont très importants, sur lesquels chez Science Feedback on travaille beaucoup, ça nous tient à cœur, mais sur les plateformes, voilà, en termes de contenus qui sont vus à grande échelle, et dans ces 4 pays, encore une fois, voilà, ce n'est pas forcément le sujet qui ressort de manière, voilà, en termes de quantité. Et c'est effectivement extrêmement intéressant de relever que la désinformation en matière de santé est effectivement très, très importante, mais peut-être dans des communautés qui sont, comme vous le disiez, moins visibles et sur des sujets plus précis, donc moins exposés. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas énormément d'engagement sur certains thèmes bien précis. Et c'est quelque chose, effectivement, sur lequel on devrait également revenir dans un épisode de Et propagation. il y a énormément d'influenceurs qui Mm. vont essayer de dire aux gens, si vous faites ça, vous allez guérir du cancer. Si vous prenez tel remède. Voilà. Donc, encore une fois, il n'y a pas que des intérêts économiques, mais il y en a. Il y a des gens qui vendent des suppléments, des vitamines, des choses comme ça. Et donc, voilà, si ce sont des remèdes qui ne sont pas prouvés, établis scientifiquement, on le catégorise en mésinformation. Je mentionnais l'épisode qu'on a enregistré avec Eva Morel sur la désinformation climatique, cette fois-ci dans les médias audiovisuels. Vous avez aussi apporté vos compétences à cette étude-là. Quels sont les champs et les différentes études auxquelles vous participez chez Science Feedback? Et est-ce que vous avez comme ça plusieurs runs d'études tout au long de l'année? Comment vous êtes structuré? Pour un rappel, chez Science Feedback, ce que l'on fait, c'est que l'on surveille les réseaux sociaux, les médias, on regarde ce qui est viral et on essaye de rétablir les faits en faisant appel à des scientifiques pour publier des articles d'explication, de vérification sur ces sujets. Oui, faites un tour sur le site de Science Feedback, très intéressant. Voilà, donc science.feedback.org. Il y a une version en anglais si vous voulez trouver le rapport SciMods. Donc tout ce qui est l'étude des plateformes, c'est plutôt à l'échelle européenne. Et on a une autre grosse étude qui a marqué, qui nous a aussi occupé beaucoup en 2025. C'est le projet qu'on a appelé Climate Safeguards, donc en partenariat avec Quota Climat et Data for Good. Et donc là, on a tenté de quantifier la désinformation sur le sujet du climat dans les médias, télé et radio en France. Et donc on a pris les 18 chaînes les plus écoutées ou vues en France et on a cherché, quand ils parlent de climat, on a développé un modèle d'intelligence artificielle pour préfiltrer ce qui était probablement des fausses informations, puisque sinon il y a trop de travail humainement, c'est pas facile. Et on a trouvé un grand nombre de cas. On les a tous vérifiés un par un. C'est les experts chez Science Feedback qui, cas après cas, ont établi s'il y avait une information fausse ou trompeuse, et on en a trouvé 529. Donc on a eu beaucoup de travail. Et malheureusement, c'est pas juste qu'on a eu beaucoup de travail, ça veut dire aussi que ce phénomène est répandu dans les médias en France. Et quand on parle de fausses informations ou d'informations trompeuses dans le thème du climat. Jusqu'à présent, dans le passé, on parlait beaucoup de la science du climat, mais dans notre échantillonnage, on n'a trouvé que 10% des occurrences d'informations fausses ou trompeuses sur la science du climat en elle-même. D'accord. Du déni, etc. Et ça, on va le trouver chez Sud Radio ou certaines chaînes, mais pas toutes. Et par contre, on a trouvé 90% des cas qui vont être plutôt sur les solutions. Donc, énergie renouvelable, mobilité à faible émission carbone, typiquement des véhicules électriques par exemple, ou des éléments de politique de ce que la France peut ou doit faire pour lutter contre le changement climatique. Donc voilà, 90%, ça cible les solutions. C'est effectivement ce que nous disait Eva Morel au cours de l'épisode 3. On va en écouter un petit extrait autour notamment de la question de la climatisation présentée comme solution miracle au cours de la dernière canicule. Dans la première canicule qui a été vécue à l'été 2025, on a eu une annonce tonitruante de Marine Le Pen qui a proposé de mettre en place un grand plan de climatisation en France. Ça a ensuite cadré l'intégralité du débat public sur la canicule pendant 3 jours ou plus, avec cette proposition qui était pour ou contre la climatisation, qui était extrêmement réductrice parce que le débat autour de l'adaptation climatique et de tout ce qui pourrait nous permettre de mieux vivre les fortes chaleurs ne se résume pas du tout à une seule solution. Au contraire, il y a beaucoup de choses à mettre en place en termes de temps de travail, en termes d'infrastructure, etc. Et ce qu'on observe, c'est que du fait qu'il y ait une très faible information de base sur les questions d'adaptation climatique dans les médias français, qui, nous, on le monitor, était vraiment un sujet quasiment invisible, un sujet mis à l'agenda de manière stratégique par un parti politique qui veut surfer électoralement dessus, a rencontré beaucoup de résonance et tout d'un coup a incité tous les acteurs à se positionner autour et donc à cadrer un débat public où on a complètement perdu le contrôle. Quand je dis « on », c'est les personnes qui travaillent de longue date sur la question de transition écologique et qui essayent d'impulser
des propositions qui ne prennent pas, en fait. On comprend bien effectivement que quand on évoque des solutions très précises, en fait, on a aussi un effet de cadrage médiatique qui a permis, là, en l'occurrence, de ce que nous disait Eva Morel, à Marine Le Pen de se saisir de cette opportunité-là pour présenter une solution comme étant miracle, alors que c'est effectivement, comme souvent, beaucoup plus compliqué que ça. Ma question, c'est aussi de vous permettre de répondre peut-être aux critiques qui vous érigent en militant en fait d'un certain nombre de causes. Vous avez parlé tout à l'heure de la question migratoire, de la question écologique qui vous tient à cœur, et de cacher un peu vos véritables intentions militantes derrière un discours scientifique, un discours rationnel. Je suppose que c'est des choses que vous entendez ou que vous lisez souvent. J'espère pas trop souvent en tout cas. Comment vous répondez à ces critiques autrement qu'en leur disant mais regardez nos méthodologies et faites mieux? Oui, alors chez Science Feedback, nous sommes une organisation certifiée de fact-checking, de vérificateurs des faits. Et donc, nous sommes audités tous les ans par le réseau international de fact-checkers, IFCN, et le réseau européen, EFCSN. Donc, c'est ce qui garantit notre impartialité, notre transparence en termes de financement, notamment. Maintenant, quand on aborde une étude de ce type-là, notre ADN, c'est d'être des scientifiques avant tout. Donc, ce que l'on essaye, évidemment, c'est d'avoir des méthodes qui sont robustes pour qu'on ne soit pas là en train d'aller pointer sur des anecdotes ou des choses que l'on aurait pu choisir, mais vraiment de prendre l'ensemble des données. Et sur les médias, on a regardé tous les médias de la même manière, on leur a appliqué la même méthode. Donc, il n'y a pas de biais possible là-dessus. Ensuite, ce que l'on a fait, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est que ces 529 cas, on les a validés un par un. Et on a écrit à côté qu'est-ce qui est trompeur ou faux, pour être sûr qu'aucun des cas que l'on va faire rentrer dans notre base de données n'est là pour une mauvaise raison. Donc, la rigueur du travail, finalement, c'est ce qui garantit que nos résultats sont scientifiquement valides. Et donc, parmi ces résultats scientifiquement valides, vous allez avoir la deuxième mesure CIMODS, si je ne dis pas de bêtises, qui arrivera sans doute début 2026, c'est ça? C'est ça, on est en train de collecter la donnée et de démarrer la notation. Donc, les fact-checkers commencent le travail bon courage en ce moment. à elle et à eux. Ils démarrent le travail. Est-ce que l'objectif, donc, c'est d'en faire un baromètre durable et, pour revenir à ce qu'on disait sur la régulation et des instances européennes, d'en faire un point d'appui pour aller, justement, effectuer des demandes aux plateformes pour, sans doute, on l'espère peut-être, retirer un certain nombre de contenus, jouer un petit peu plus le jeu de la transparence. C'est ça l'idée? Alors, l'idée, c'est qu'on a eu un financement pour être soyons transparents. Ce qu'il faut, c'est être financé pour faire ce genre de choses. Évidemment. Et donc, on a eu un financement pour 2 périodes de mesure. Okay. Donc, la première, dont on n'a pas beaucoup parlé, et la deuxième, qui arrivera début 2026. Okay. Donc, on a ces résultats-là. Notre objectif, c'est de démontrer la faisabilité et l'utilité de faire ce travail-là. Maintenant, au-delà du printemps 2026, eh bien, ce qu'il faut pour nous, c'est d'avoir d'autres financements pour pouvoir continuer ce type de mesures. Et si vous aviez profité peut-être de ce passage en propagation pour un appel du pied aux différents financeurs, c'est qui vos financeurs et qui peut justement peut-être donner à Science Feedback si ça les intéresse? Alors, cette première étude, elle a été supportée par la European Media and Information Fund. Le Fonds pour l'information et les médias de l'Union européenne, si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc c'est pas de l'Union européenne, enfin, c'est pas financé par l'Union européenne. Ok. Alors, je dis à l'avenir, si on démontre que nos mesures sont utiles, et je pense que c'est le cas, sur la première série de mesures, on a pu voir qu'on a des résultats robustes. Ça peut être amené à être financé directement par la Commission européenne. Mais quand c'est le cas, il y a toujours des appels à projets, une compétition ouverte, etc. Donc, on a démontré la faisabilité. Si d'autres savent le faire mieux que nous, très bien. Sinon, on sera tout à fait ravis de le faire. Mais on peut trouver des fonds pour ça côté Commission européenne. Sinon, ce sont aussi des fonds plutôt de type fondation. Donc, il y a des fondations qui s'intéressent à la transparence des plateformes, à l'impact qu'elles ont sur la société. Et le travail qui est peut-être un peu ingrat, que l'on fait souvent, c'est de la science, c'est le socle, c'est avoir les données d'origine sur lesquelles, derrière, on peut appuyer toutes sortes de choses qu'on a envie de faire. Et comme vous disiez, ingrat, oui, c'est-à-dire que c'est des données brutes qu'il faut annoter, qu'il faut aller vérifier. Vous prêtez le flanc à un certain nombre de critiques, comme on l'a dit. C'est effectivement un travail de fourmi qui, je l'espère, finira par payer. Ma dernière question, Emmanuel Vincent, c'est si vous aviez le pouvoir d'imposer une mesure aux plateformes
dans le cadre des études dont on vient de parler, ce serait lesquelles, comme on va dire cause ou conséquence? La première, sur laquelle on bute, c'est l'accès à la donnée. Donc nous, ce que l'on aimerait, c'est que les plateformes respectent la régulation européenne ou que la Commission mette suffisamment de pression pour que le même résultat soit obtenu, puisque nous avons le droit d'obtenir ces données et de les étudier. Or, nous, ça nous rajoute beaucoup de travail de devoir le collecter nous-mêmes. On a dû envoyer des petits serveurs dans différents pays. On a collecté toutes ces données sur les plateformes, ça coûte cher. Donc si simplement elles fournissent les données qu'elles doivent fournir, alors ça sera un grand pas pour la transparence et ça nous permettra de faire aussi d'autres choses. On n'est pas cantonné à ces deux types de mesures dont on a discuté aujourd'hui, la prévalence de désinformation et le premium, la prime qui est donnée aux mésinformateurs. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est tout ce qui touche à l'argent. Donc la monétisation de ces fausses informations ou des contenus haineux, ça, c'est très important. Et là, ça va être aussi plus difficile pour que les plateformes soient ouvertes à partager leurs données. On va toucher à leur cœur de métier, qui est de faire de l'argent avec ces contenus. Et donc, si on avait la possibilité de forcer ça, on voudrait avoir accès à des données sur la quantité de fausses informations, mais aussi sur leur monétisation et sur le rôle des algorithmes aussi pour promouvoir. Il n'y a pas de transparence aujourd'hui sur comment fonctionnent ces algorithmes. Pourquoi est-ce qu'on donne une prime, plus de visibilité à des contenus de faible crédibilité ou des contenus qui vont diviser les gens ou les énerver? Donc on est vraiment contraint, comme vous le faites, d'aller avec des petits Raspberry Pi dans différents pays européens, relever cette donnée-là et de faire un travail, comme on le disait tout à l'heure, de fourmi pour obtenir ces réponses, alors qu'elles sont normalement dans les serveurs ou dans un certain nombre de documentations du côté de nos amis de la Silicon Valley ou pour parler de TikTok, de l'autre côté de la planète. Donc on a vraiment une nécessité, un appel à plus de transparence algorithmique, et d'un côté pour comprendre comment ces contenus sont propulsés et pourquoi ils fonctionnent mieux, comme vous venez de le dire, mais aussi, si je résume et que je paraphrase, la boîte noire encore plus noire de la façon dont ils sont monétisés et de à qui profite pécuniairement, financièrement, le crime, pour ainsi dire. Merci beaucoup Emmanuel Vincent pour cette conversation et pour cette plongée dans le back-office de cette étude CIMODS. Je recommande encore une fois vraiment à toutes les auditrices et auditeurs de Propagation de se plonger là-dedans, puisque ça vous permet aussi de comprendre un peu ce que c'est que l'analyse de données et que la difficulté, encore une fois, et de la difficulté d'accéder aux données qualifiées des plateformes qui, comme on en parle en long et en large dans Propagation et comme Emmanuel l'a évoqué également, ont un impact sur effectivement nos débats publics et la stabilité peut-être de nos démocraties. Merci Emmanuel Vincent et bon courage pour la suite et pour CIMODS version 2. Merci pour l'invitation. De rien, à bientôt. Propagation, un podcast produit par Justin Poncet, Dopsy.ai, animation Guillaume Ledy, réalisation Roman Munier, générique Martin Commandeur, graphisme Gauthier Gevray. À la semaine prochaine.